On va commencer avec Rosalie Congo. Rosalie Congo, donc représentante du Barefoot College au Burkina Faso. Elle va nous parler de l'initiative de ce collège et de cette expérience assez incroyable. La table ronde va beaucoup parler du rôle des femmes dans la transition énergétique et dans le développement des énergies renouvelables. Et donc le témoignage, ne touchez pas, normalement ils sont branchés, il suffit de montrer la couleur et la régie va vous le faire démarrer tout seul. Et donc, une espèce de pari fou, les grands-mères solaires au Burkina Faso. Racontez-nous un petit peu comment ça a commencé et pourquoi vous avez surtout pas voulu des hommes et des hommes jeunes pour s'occuper de tout ça. Je vous remercie. Mon nom c'est Rosalie Congo, mais je ne suis pas de la République populaire du Congo. Je suis du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Voilà, merci. Bon, pourquoi d'abord l'initiative Grand-Mère Solaire? Pourquoi Grand-Mère? Simplement parce que c'est un public spécial, des femmes d'un âge mûr, entre 40 et 50 ans, qui sont donc dans les fêtes grand-mère et qui également ne sont plus très actives sur le plan de la production au niveau des activités économiques. Pourquoi avons-nous préféré des femmes de cet âge-là et qui de surcroît sont analphabètes à des jeunes qui ne rêvent que de visa pour aller à l'extérieur? D'abord, les femmes, comme vous le savez, ça démarre difficilement, mais une fois que ça a démarré, ça a démarré. Et c'est pour longtemps. Ensuite, comme vous le savez, merci mes sœurs. Et comme vous le savez, les femmes, je ne jette pas la balle aux hommes, hein, mais vous savez que les femmes sont pétries. Vous savez que les femmes sont pétries de beaucoup de sentiments. Ce sont des femmes d'honneur. Une fois qu'elles ont donné la parole, même si c'est au prix de leur vie, elles vont y arriver. Ensuite, ce sont des femmes qui restent au village. Ce n'est pas comme les jeunes, et je demande pardon à ce qu'on appellerait en Afrique mes enfants, mes fils. Je demande pardon. Ce ne sont pas comme les jeunes. Parce qu'une fois que les jeunes sont nantis de compétences, ils ne pensent qu'à les monnayer en ville. Alors que les femmes, surtout les femmes de cet âge-là, elles sont exclusivement au service de leur communauté. À tout moment, elles sont là. Vous les voulez la nuit pour la réparation, tapez à la porte, elles se réveillent. C'est à midi, même si elles sont en train de manger, elles déposent le plat et elles vont pour la réparation. Et pourquoi des femmes analphabètes? Parce que l'expérience a montré que les femmes, d'une manière générale, et les femmes du monde rural en particulier, surtout en Afrique, elles sont très observatrices. Elles regardent avec les yeux. Elles écoutent avec les oreilles. Elles notent tout dans leur tête et elles s'engagent avec le cœur. Et quand il y a une question de cœur, vous voyez, elles sont capables d'aller jusqu'au bout. Donc voilà pourquoi, au niveau de Barefoot College, qui est une institution de formation basée en Inde, le public cible, c'est les femmes d'un âge mûr, analphabètes, implantées au niveau du monde rural. Voilà. Concrètement, alors comment ça s'est passé? Vous avez identifié donc un groupe de femmes que vous avez envoyé se former en Inde et qui ont appris quoi là-bas? C'est une très longue histoire, mais je vais essayer de résumer. Si possible. Oui, pour sauver du temps, parce que les femmes gèrent bien le temps. Enfin, je n'ai pas dit que les autres ne gèrent pas bien. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. En fait, pendant 22 ans, j'ai travaillé pour un programme au niveau des Nations Unies, notamment le Small Grand Programme du FEM. Et il y a une signature de convention entre la direction générale basée à New York et Barefoot College en Inde. Mais de 2005 jusqu'en 2010, vu l'approche, vu le public, presque personne n'y croyait. Donc, le directeur général fondateur Bunkeroy a fait un déplacement et a rencontré tous les coordonnateurs d'Afrique en 2008 à Addis Abeba. Et il revenait à chaque pays de l'approcher pour dire s'ils sont intéressés ou pas.
Donc, je me suis approchée, je me suis intéressée à lui et je me suis empressée d'aller faire le compte rendu au Burkina en me disant on va m'accueillir. Alors, on a trouvé que c'était une histoire de folle. Comment des femmes analphabètes, vieilles de surcroît, vont être envoyées en Inde alors qu'elles n'ont même pas, presque jamais quitté leur village. Est-ce qu'elles parlaient anglais? Non, elles ne parlaient pas du tout anglais, mais elles se sont formées en anglais. Voilà la spécificité de la chose. Donc pendant 2 longues années, je me suis battue contre vent et marée pour faire comprendre que c'est possible. Finalement, ils ont dit, écoutez, donnons-lui sa chose pour avoir la paix. Donc, M. Bunkeroy est venu à Ouaga. Il a rencontré le gouvernement et le PNUD. Bon, ils ont accepté ça juste par courtoisie. Et nous avons été dans les villages, nous avons rencontré les villages. Et vous imaginez aisément que les jeunes nous l'auriez. Ils disaient, si ce n'est pas une folle là, si ce n'est pas une vieille folle comme les vieilles là, on ne peut pas laisser des jeunes qui veulent aller à l'extérieur et recruter des vieilles femmes. Nous avons expliqué les critères, nous nous sommes mis à l'écart et la communauté a recruté les vieilles. On a recruté 6 femmes d'âge mûr et qui n'avaient jamais quitté leur famille, qui ne se comprenaient pas entre elles parce qu'il y a beaucoup de dialectes. Et elles sont parties toutes seules, comme de grandes dames, en Inde. Et elles se sont formées, elles ont été formées à Tilonia en énergie solaire. Pendant combien de temps? Pendant 6 mois. Et chez nous en Afrique, on dit que la lanière du pantalon du pauvre se casse toujours sous une liane. C'est-à-dire que le ministre, messieurs les ministres, excusez-moi, c'est-à-dire que le ministre qui était incrédule a eu à effectuer une mission à New Delhi. Et il a eu l'amabilité d'aller voir les femmes à Tilonia. Quand il est arrivé, les femmes qui l'ont accompagné à l'aéroport, qui étaient toutes craintives, toutes timides là, elles étaient là. Elles nommaient tous les outils là en anglais, circuit, comment on appelle ça, multiméteur. Et en plus de cela, elles étaient capables de souder les différents éléments du circuit. Bref, elles ont charmé le ministre. Et quand le ministre est revenu, lui, il était maintenant le porte-parole, il a dit à tout le gouvernement, écoutez, ces femmes-là sont en train de faire des merveilles, vous ne pouvez pas savoir, il faut qu'on les accueille. Donc, les dames, après 6 mois, elles sont revenues, elles ont été accueillies à l'aéroport, elles sont passées par le salon d'honneur, elles ont été reçues en audience par le Premier ministre. Et vous voyez, comme je le disais, c'est du moteur diesel, mais quand ça démarre, ça s'en va. Voilà en gros l'histoire de ces femmes-là. Alors maintenant, elles sont revenues dans leur village et concrètement, comment ça se passe? Elles forment à leur tour d'autres personnes? Elles sont revenues dans leur village et malgré le fait qu'on les ait fêtées, alors il y avait toujours les incrédules qui disaient on les a fêtées, on les verra. Elles ne pourront même pas faire jaillir un peu de lumière. Malheureusement, 8 mois se sont passés, le matériel ne venait pas et puis les incrédules disaient on les verra, on les verra. Et quand le matériel est venu, en 3 jours de recyclage, les vieilles ont fait jaillir la lumière. Et elles sont devenues elles-mêmes les lumières de leur village. Et dans le temps, on ne passait chez elles que pour leur dire bonjour par courtoisie. Maintenant, elles sont devenues des stars. Tout étranger de marque qui passe dans le village là, c'est le chef de village lui-même qui dit « Ah, est-ce que tu as vu ma femme qui est allée en Inde là ?» Ce n'est même plus la femme du mari, hein, c'est sa femme à lui. « Est-ce que tu as vu ma femme qui est allée en Inde là ?» Et c'est ainsi que de vieilles femmes analphabètes, à peine connues, elles sont devenues des stars. Donc, elles ont, avec leur formation et le matériel mis à leur disposition par le programme que je coordonnais, chacune a pu mettre au point, chacune a pu installer depuis 2010 100 kits solaires. Et depuis là, ce n'est pas tombé en panne. Donc, c'est là aussi la spécificité de cette intervention-là. Analphabète, devenu ingénieur du solaire, très adulé au niveau de l'aide, très efficace, très compétente. Voilà nos grands-mères analphabètes, ingénieurs du solaire devenus. On regarde l'image. Vous nous avez amené quelques images, là, 4 ou 5 diapos qu'on va regarder. Voilà. Donc, si on peut passer, j'ai pas la télécommande entre les mains.
Voilà nos grands-mères. Voilà nos grands-mères solaires à l'œuvre. Vous voyez, c'est Barefoot College, c'est le collège aux pieds nus. Je m'excuse de me lever. Venez à côté de moi là. Venez là, merci. Vous voyez, hein, les grands-mères sont à l'honneur. Donc, vous voyez là, la dame, celles-ci, ce sont des stagiaires de celles qui ont été formées en naine. Vous voyez, on leur apprend la maîtrise des différents outils. Celle-ci est en train de souder le circuit et après, elles vont mettre ça en œuvre. Voilà, c'est toujours la formation. Vous voyez, celle qui est deuxième à partir de la gauche, c'est la doyenne des grands-mères. Quand elle partait, elle avait 53 ans. Elle disait que vraiment, elle-même, elle ne savait pas qu'elle était que de telles compétences se cachaient en elle et qu'elle pensait qu'elle était simplement, seulement qu'elle devait simplement s'occuper de ses petits-enfants en attendant la mort. Et voilà qu'elle est devenue ingénieure du solaire et star au niveau du Burkina Faso. Et il y a une journaliste qui a écrit au Burkina Faso, les grands-mères carburent au solaire. Donc ça, ce sont des informations. Je vous rappelle que les diapos seront de toute façon sur le site du syndicat. Donc, ces dames-là, quand elles sont revenues, elles ont rencontré elles ont été reçues en audience par le Premier ministre et il y a un marché qui a été conclu. Le Premier ministre, elles ont demandé à ce qu'on envoie une autre promotion ou mieux qu'on crée une école. Le Premier ministre a dit oui, à condition que vous soyez à même d'assurer l'éclairage de vos villages. En 8 mois, elles avaient respecté leur part du contrat. Et donc, le gouvernement a envoyé à nouveau 7 femmes qui sont allées se former. Elles sont revenues et en collaboration avec l'Union africaine, le gouvernement du Burkina Faso et de l'Inde ont décidé de la création d'un centre régional. Donc, de petites initiatives de FOL, ça a été repris par le gouvernement et maintenant c'est à un niveau régional. Voilà la maquette du centre. On peut aller à l'image suivante. Et voilà, on a déjà commencé à construire avec l'aide de Barefoot College et de Synergie Solaire que nous remercions ici. On peut continuer. Juste pour vous dire qu'il faut faire confiance aux femmes. Laissez-nous faire et vous verrez que nous allons faire des merveilles. Les images que vous voyez, ce sont ces grands-mères-là qui sont reçues en audience par le ministre de l'Environnement, avec bien sûr M. Bunker Roy, là-bas, le directeur fondateur de Barefoot College. On pourra parler jusqu'à demain, mais ce qui est sûr, c'est une expérience qui est spécifique de par l'approche, de par le public cible et de par les résultats. Je vous remercie. Merci Rosalie Congo. Merci. Comme vous le disiez, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a plein d'autres détails, il y a plein de choses très précises concernant la formation. Mais justement, on va parler avec Hélène Demecq, présidente du fonds de dotation de Synergie Solaire, des actions menées par Synergie Solaire, du fonds de dotation, et puis dans un deuxième temps aussi de la formation des femmes au solaire. Alors Hélène Demecq, de quoi s'agit-il exactement, ce fonds de dotation ? Bonjour. Je suis très heureuse d'être là parmi vous et d'être avec mon amie Rosalie, que je connais depuis 2015 et donc qui est devenue une amie avec les années. Synergie Solaire est un fonds de dotation qui centralise les fonds, mais aussi les compétences des entreprises de la filière ENR française et européenne. Elle centralise des fonds pour réaliser des programmes d'accès à l'énergie. Ce sont les ONG qui déploient sur le terrain ces projets d'électrification. Et cet accès à l'énergie nouveau leur permet d'assurer leur mission, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, l'accès à l'eau beaucoup, et dans le développement économique. Donc, nous avons conçu depuis 2010 ce fonds de dotation, c'est assez original, pour une filière entière. Et on peut dire que c'est un outil qui permet aux entreprises de la filière d'exercer leurs responsabilités sociales et sociétales et environnementales en participant à ces projets solidaires d'électrification. Donc, Synergie Solaire coopère avec des ONG
coopère sur la durée. Nous aimons beaucoup réitérer des phases 1, 2, 3 des projets quand les choses se passent bien, quand les choses ont pris racine dans un terrain. Et plus on commence avec l'énergie, plus on a envie que ça continue et de le développer. Synergie coopère avec des ONG. Synergie permet, avec ce lien avec les entreprises d'une filière, de faire bénéficier ces ONG en fait des techniques de pointe de la filière, notamment par le monitoring. Donc il y a ce transfert-là au bénéfice des ONG, grâce à toutes les entreprises partenaires du fonds. Synergie solaire, donc, elle encourage cet engagement sociétal des entreprises, et pour nous, cette transition, elle doit absolument être solidaire, ça c'est indiscutable. Et comment, très concrètement, en promouvant le mécénat de compétences. Bien sûr, on l'a dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais pour nous, c'est un engagement, on peut dire, de capital humain qui fait que les choses changent. C'est parce qu'on se rencontre, c'est parce qu'on travaille ensemble, et ce n'est pas simplement parce qu'on envoie un chèque. Et c'est ça qui fait, pour nous, sur le terrain, toute la différence. Synergie solaire, c'est aussi un réseau. Donc, on est déjà ce pont entre les ONG et les PME ou les grands groupes du secteur. Mais, de par notre nom, hein, Synergie solaire, on aime collaborer, et notamment avec les syndicats professionnels comme le CER, et on vous remercie de votre invitation, mais aussi les institutions, les ministères, car nous pensons que pour être à la hauteur de ces enjeux de civilisation, c'est ensemble que nous avons la solution. Alors vous êtes certainement d'accord avec ce que votre amie Rosalie a dit tout à l'heure, l'importance des femmes dans l'accès à l'énergie. Comment est-ce que vous y contribuez et qu'est-ce que vous faites tout particulièrement sur le rôle de la formation, sur le sujet de la formation? En fait, pour nous, dans le cadre d'une vision durable, la formation fait partie intégrante du cycle, si on peut dire. Il y a bien sûr la sélection d'un projet, le dimensionnement technique, la formation en amont, mais aussi la formation pour la maintenance, pour la pérennité du projet. Donc la formation et ce suivi, pour nous, est transversal. Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit de plusieurs manières. Ça se traduit lorsqu'on électrifie, par exemple, à Madagascar, on a électrifié un collège agricole, et ce collège agricole, donc, qui a besoin d'électricité pour assurer ses cours et bénéficier aux professeurs et aux étudiants, leur permet aussi d'apprendre ces nouvelles technologies qu'ils vont plus tard utiliser eux-mêmes en tant qu'agriculteurs, notamment pour du pompage solaire. Donc en fait, ces bâtiments que nous électrifions souvent bénéficient aux bénéficiaires en tant que formation, j'allais dire, appliquée, expérimentale, et bien sûr, sur la durée, par ce mécénat de compétences et par cette collaboration, nous allons à la fois poursuivre et faire traverser cette formation sur la durée avec des ingénieurs français, mais le plus possible en permettant localement à avoir ce transfert de compétences et à pouvoir assurer la maintenance localement. Pour nous, c'est très important. Comment est-ce qu'on peut démultiplier? Vous faites de la formation de formateurs aussi? Vous mettez ça en place? Alors, on peut dire que, honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est très important pour nous. Nous, là où se situe notre valeur ajoutée, je dirais, c'est vraiment par rapport à ce monitoring. En fait, le monitoring technique, ça nous permet, et je vous avoue que c'est compliqué à mettre en place, mais pour nous, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par des capteurs, suivre à distance la consommation, la production, et ces données vont pouvoir être utilisées par les universités locales et par les centres de formation locaux, parce que souvent, ils n'en ont pas, ils n'ont pas de données. Ils savent comment fonctionne un panneau solaire, mais ils ne bénéficient pas de ces données. Et pour nous, ce transfert de compétences par le monitoring est capital. Merci. On va écouter ce que les autres panélistes ont à nous dire et puis je reviendrai vers vous un petit peu après. Non, Linda Davis plutôt. Linda Davis, qui est donc directrice des partenariats chez W Power. Linda Davis, sorry, it will be in English. So, si vous voulez suivre en français, vos écouteurs sur le canal 3. And if you wish to follow the
exchanges in English. It's on Channel 1. Linda Davis, you're CEO of Giraffe Bioenergy and Director for Strategic Partnership for W Power Hub in Kenya. So could you explain us the objective and activity of this W Power Hub? Very much for this invitation to this forum. Before I tell you a little bit about the two hats I'm wearing as the CEO, President of Giraffe Bioenergy, and also as the Director for the Partnership on Women's Entrepreneurship in Renewables, I'd like to just propose a concept that I think I've heard the conference allude to, but not quite defined. So when you're talking about energy in Africa, you have to think about it on two levels. Number one, electrification, which is lights, obviously, and then number two, there's the cooking energy. So oftentimes those two are not put together. And the reason why I'm very passionate about having those two together is because there are detrimental effects to communities if you do not have clean, modern energy, both for lighting and for cooking. So those two have to be discussed together. So just back a little bit to the Partnership on Women's Entrepreneurship in Renewables, a bit of a mouthful, W Power. This was a US-funded program that ran from 2013 to 2018. And the objective put together by Secretary Clinton was as an arm of diplomacy. So it wasn't a charity. It was, we need to provide universal energy access at the household level, promoting women at the center of that intervention. So I was very encouraged to hear Rosalind's discussion. A little discouraged that 40 and 50-year-olds are supposed to be grandmothers. I felt a little challenged by that. But women, as has been explained, need to be at the center of the solution, not just as end users, but as decision makers, right? And I can give you practical examples why it doesn't make sense if women are only seen at the lower end of the value chain. So let's look at the two aspects together. Number one, when you look at lighting solutions, right? If these things are designed and women are not involved in the participation, you find that you have solutions that are not practical. So for example, you know, some solar lantern, a handheld solar lantern. Well, there are gendered aspect to it. You find like women cannot use those solar lanterns, and I'll tell you why. Because women are busy, African women are busy. They need their hands. If they're cooking, they're looking after children, they're doing all sorts of things, they don't have time to be holding a hand. Now, if you had participated with women and asked them what they needed, you'd find that the solution would be very, very different than a solar lantern. If you look at the cooking side of it, a lot of what is being retailed as an advanced cook stove is very impractical. Most communities cook for large families. The cook stoves are small. So a lot of interventions come with this cook stove, and you know, in 6 months, they're being used as door stoppers or as stools. So you find like those solutions are not really practical because women were not involved. So coming back to what we did at the W Power, the Partnership on Women's Entrepreneurship in Renewable, is we were encouraging organizations to consider having women across the value chain, all the way from the top decision makers and up to consumers. And participating, Barefoot College, for instance, was a member of my partnership, and we were helping them to promote the women, understand what their challenges are. Why are there a lot of women entrepreneurs? What are their successes? What are their challenges? What do they need? So together we were able to identify these very specific needs to have more and more women as energy entrepreneurs, again, not as victims of solutions that are being put down their throats, or certainly not as people that are not participating. So after 2.5 years work leading this organization until changes in the US policy, and this program sort of had to stop just because of the funding aspects of the US State Department under the new administration. It was very clear to me at that point what we need, what women need. So I threw my hat in the ring, and I'm a woman, I'm a female entrepreneur in clean energy, and I'm looking specifically at the cooking side of the matter. It doesn't get much attention. Lots of people, I guess, men have been
predominant in the energy conversation, and a lot of them don't talk about cooking. And on the continent, fair enough, because they do not bear the burden of cooking. That is done by women and children to the detriment of their health, right? As you very well know, or some of you might know, 4.3 million people die every year because of cooking. Not because they got burned, not because of some crazy accident, but simply using biomass, charcoal and firewood for cooking causes indoor house pollution that has detrimental effect on health. In my country, 1,500 Kenyans die every month, every single month, because they cooked. The most loving thing that a woman does for their family is the very thing that will likely kill her. So these are very dire statistics, right? But understanding that there are a number of approaches to solve the problem. The first one is, I guess, at the village level, where you have small-scale interventions, which are very, very effective, as Rosalind has just explained. But we also need infrastructure scalable solution to provide clean, affordable solutions on the cooking side. So at Giraffe Bioenergy, while we encourage and participate with folks that are providing solar home systems, which are fantastic because they have the same dignity as what you have in your house or what I have in my house. And what do I mean by that? You come in the door, you flick a switch, and the light comes on, right? Now that's what I call dignity. And then beyond that, you can do productive uses of that energy. So you can have a fan, you can have a hairdryer, you can have a shaver, things like that. So those are the solutions that I believe provide dignity, right? And they are scalable as well. So while electrification is happening on the off-grid level, governments are doing the on-grid electrification and providing access, right? But not very much on the cooking side, not very much on the cooking side. How do we expect these women to put heat into their food? You know, the very things that we want to enjoy 2-3 times a day, right? So we have to think about it at scale. So at Giraffe Bioenergy, we are looking at scalable solutions. What are those solutions, infrastructure level solutions, that will provide this cooking ability, right? Let me paint a picture, because we are in France, and I don't want to assume you know what I'm talking about. When you go home, you know, you don't even think about it, because probably your natural gas is piped. So you go, you stand in front of a multi-burner stove, you put your pots on, you flick a switch, you begin cooking. That is not the case for a lot of African women, right? If you're in the rural areas, you have to walk, on average, studies have shown, 7 kilometers into the forest and carry 52 kilograms of firewood on your back. And when you get home, now you begin to light it. It's not very easy. It takes anywhere between 30 to 40 minutes, if not longer. Smoke, and it's inefficient, right? And it's you're cooking with one pot at a time. So this is kind of what we're talking about here. You know, how can we bring a large population, yeah? So 3 billion people lack access to clean cooking. So how can you tackle not 10 people at a time, not 5 people at a time, but how can we bring a modern way of cooking to whole populations very, very quickly? Because remember, in my country alone, it's February. By February 28th, we're going to bury 1,500 people. So we really cannot find it. We can't be working only on small incremental solutions. We have to be thinking large scale. And that is what Giraffe Bioenergy, my organization, is about, flowing from the lessons I learned from the partnership on women's entrepreneurship and what exactly is needed to tackle this issue while having women at the center of the solution. What could be the role of the Kenya in access to energy in East African country? Say that again? What could be the role of the Kenya for the access to energy in the East African countries? So the role of Kenya in access to energy. So obviously, I want to plug my country and talk about how wonderful it is. So Kenya, being a regional leader in East Africa, I've seen a few slides here that say that a lot of the investments are concentrated, and we have been accused as a country, we've taken a lot of the investments on solar energy, and we find now we have 60% electrification, or certainly access to electricity. So let me define.
So there's two things. Providing access to electricity doesn't quite mean you've electrified a village, right? So the government right now, for instance, has a huge program. So so a lot of these villages have access to electricity, which means that there's a pole and a transformer within a good distance. But most of these communities cannot afford $150 to actually access this electricity. And when they do, they cannot afford to use it because it's too expensive. So we have to think about finding affordable solutions. So back to your question, Kenya, we definitely have moved, I guess, ahead of many other African countries in providing, sub-Saharan African countries, in providing this solution. So we have a lot of learnings. As Helena said, we have a lot of data. There's a lot of information there. We already know what works, what doesn't work, right? If you put out, an infrastructure-style electric pole in a village, have you electrified? Are the people really impacted? You provided gigawatts, we'll give you that, and you can check a box. But are the communities actually transformed? Are they tapping into that electricity, right? So Kenya can actually serve as an example in terms of we already have the household level solutions, we have the medium level solutions, we've got infrastructure level solutions. So we've got a whole pool of data, and we can amplify what has worked and stop doing what doesn't work. Thank you very much, Linda Davis. Let's have a look to different solutions, very practical and concrete solutions. Boubacar Diallo. Ah oui, je vous rappelle qu'on est en train d'avancer sur la table ronde. Ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous pouvez poser des questions via smartphone à sercolloque20@gmail.com. Je ne sais pas s'ils remettent de temps en temps l'adresse, sercolloque20@gmail.com. N'hésitez pas, parce que là, je vois que depuis tout à l'heure, vous endormez, je ne sais pas. Ah oui, c'est la sieste postprandiale. Mais je vois qu'il n'y a plus de questions, je ne sais pas. Boubacar Diallo, directeur de Beno Énergie. Alors, on a vu tout à l'heure un petit film qui nous présentait, un petit film qui a été tourné par un caméraman, réalisateur, producteur qui est dans la salle, François Moisan, directeur à l'ADEME. Il était accompagné de Dominique Campana, je le cherche du regard, mais il est là, je le sais. Donc, origine et spécificité de ce projet de kiosque autonome, quelques compléments par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure. Alors, avant tout, merci au CER pour l'invitation à ce colloque et de laisser la parole aussi aux petites structures type start-up qui opèrent dans le domaine de l'accès à l'énergie. Merci aussi à François Moisan, cinéaste, qui a filmé... Alors, il m'a précisé que depuis, il s'est équipé d'une GoPro. C'est ce que j'ai entendu. Oui, c'est un peu plus stable. Oui. Il a un nouvel équipement plus performant. Mais merci beaucoup, dans tous les cas, à François, puisqu'il est venu sur le terrain pour voir ce qu'on faisait. Et c'était aussi important pour nous. Et aussi très ravi d'être dans une table ronde qui est paritaire, avec beaucoup de femmes, parce que je pense que c'est une des tables du colloque avec le plus de femmes. Et je pense que ça dit beaucoup de ce qui est en train de se passer sur le continent africain et sur la façon dont sont en train d'être appréhendées les choses et la problématique de l'accès à l'énergie sur le continent. Donc c'est très important, à mon sens, de voir que cette table ronde est C'est un critère pour avoir le droit d'ouvrir un kiosque? Très sincèrement, on se pose la question. Je vais pouvoir détailler ce point-là. Si je reviens à la question du kiosque, effectivement, il y a une petite vidéo qui est passée. Beno Énergie est une société qui a été créée en 2015. J'en suis le fondateur, avec comme vocation de soutenir des entreprises ou des entrepreneurs en Afrique subsaharienne qui veulent développer des activités économiques. Et pour les soutenir en zone rurale non connectée, l'un des points clés est de pouvoir fournir de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que quand on a construit notre modèle, on n'a pas réfléchi en amont en se disant est-ce que ce que je souhaite vendre, ce sont des kilowattheures, mais plutôt comment on peut contribuer au développement économique. Et on a très vite vu qu'une des fortes façons de pouvoir contribuer au développement économique en zone rurale et en zone périurbaine, c'est de pouvoir mettre à disposition tous les outils nécessaires pour que des entrepreneurs, des entreprises puissent développer des activités économiques pertinentes. Dans la vidéo, ce que vous avez vu, c'est un kiosque solaire. C'est une des activités qu'on a. On a deux profils finalement de clientèle, plutôt des micro-entrepreneurs ou entrepreneuses, comme Akpene qui apparaissait sur la vidéo, et aussi une activité plutôt dédiée à des entreprises type PME africaines qui veulent faire de la transformation
souvent de la transformation agricole, donc qui sont aussi en zone périurbaine ou rurale et qui ont besoin d'énergie. Parce que quand vous voulez faire de la transformation de viande, par exemple, quand vous voulez créer de la protéine animale pour alimenter les populations, vous avez besoin de froid. Et quand vous avez besoin de froid, il vous faut une énergie disponible 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, en zone rurale, lorsque le réseau n'est pas disponible, il est pratiquement impossible de pouvoir fournir du froid pendant 24 heures. Et lorsque vous êtes en zone périurbaine, il y a encore beaucoup trop de délestage pour pouvoir assurer une chaîne du froid qui soit pertinente en zone rurale. Donc on a un axe très important de développement sur cette logique d'usage productif de l'énergie, d'apport d'énergie à des structures entreprises, et aussi, comme je disais, à des entrepreneurs comme Akpene qui apparaissait sur la vidéo. Elle, Akpene, c'est un petit peu différent comme modèle. Elle va être équipée d'une infrastructure complète de production d'énergie, les panneaux solaires, le système de stockage, elle a de l'énergie disponible 24 heures sur 24, et derrière, elle a surtout un congélateur et un frigo qui lui permet de gérer une activité type épicerie. Donc c'est une épicière en zone rurale. Elle gère son business de manière indépendante, mais nous, on va l'accompagner pas seulement en lui apportant l'outil de production d'énergie, mais on veut aussi l'accompagner avec un volet digital et numérique, puisqu'on l'équipe d'un téléphone, d'un smartphone, qui lui permet de gérer ses ventes, de gérer ses achats d'équipements et de surveiller l'état de son installation. Donc on va sur toute la chaîne d'accompagnement d'un projet solaire, de la mise en place jusqu'au moment où l'activité est opérationnelle et en exploitation par l'entrepreneur. Et pour nous, c'est très important parce qu'une des principales problématiques de l'accès à l'énergie et de manière globale des projets solaires en Afrique, c'est pas la dimension de l'investissement dans le CAPEX, dans l'outil de production. Le vrai sujet, il est sur la partie OPEX, donc tout ce qui est coût opérationnel. Et là-dedans, il y a énormément de coûts cachés qu'il est difficile de voir et de percevoir, qui tuent beaucoup de projets et qui ne permettent pas aux projets de passer de la phase pilote. Donc nous, on se met vraiment dans une démarche où on veut pas... Notre objectif, c'est pas de faire des projets pilotes, notre objectif, c'est de créer des entreprises. On veut que Akpene soit une entrepreneuse pérenne qui avance dans le temps. Et on a la même approche pour la PME locale. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du développement économique, parce que c'est ce développement économique qui permet derrière à des personnes qui vont avoir des revenus de pouvoir les redistribuer et avoir d'autres personnes qui vont pouvoir acquérir des systèmes solaires, qui vont pouvoir payer leurs factures d'électricité, etc., etc. C'est très important pour nous. Pour répondre à la question sur Akpene, je reviens dessus, sur la femme entrepreneur. Effectivement, aujourd'hui, on se pose vraiment la question de savoir si ce n'est pas surtout les femmes qui doivent être les pilotes des agences d'énergie. La réponse a déjà été donnée en partie dans les différents commentaires qui ont été faits. Je répondrai de deux façons déjà. Déjà d'un point de vue statistique, aujourd'hui quand on regarde les grands chiffres, l'Afrique représente les plus grosses créations d'emplois féminins. Là où il y a le plus de création d'emplois, d'entreprises par des femmes, c'est en Afrique. Donc ça veut dire aussi quelque chose, c'est clairement dit par les statistiques. Et après, on a une approche qui est purement empirique, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans nos agences. On a des agences qui sont gérées par des hommes, on a des agences qui sont gérées par des femmes. L'agence d'Akpene, c'est l'agence la plus performante que l'on a aujourd'hui. Akpene est quelqu'un qui, le mois de décembre, pendant la période des fêtes, était capable de générer 3 000 € de revenus sur un mois, dans un village. Sur un seul kiosque. Sur un seul kiosque, elle génère 3 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Sur le mois de décembre, c'est le chiffre d'affaires qu'elle a généré. Et en moyenne, elle est à 1 500 € de chiffre d'affaires. On a été nous-mêmes impressionnés par cette capacité. Mais pourquoi elle peut faire ça? C'est assez simple, en fait. Des fois, je pense qu'il faut qu'on sorte aussi de la logique, il faut qu'on mette une femme parce que c'est une femme, ou de réfléchir à la question du genre uniquement avec une approche de discrimination positive, mais aussi de tout simplement se poser la question de comment ça se passe sur le continent africain et comment ça se passe dans les zones d'intervention. Nous, on intervient au Togo, on intervient au Burkina Faso. C'est les femmes qui sont les pilotes en zone rurale. C'est pas les hommes. Les hommes, ils partent en zone urbaine pour chercher du travail ou juste boire des bières le soir. Et quand on est au village et qu'on regarde qui passe et qui consomme quoi, on voit que les clientes de Akpene
Quand c'est des hommes, c'est juste parce qu'ils veulent boire une petite bière fraîche sur place. Donc ça, c'est le petit frigo de gauche. Côté frigo de gauche, boisson alcoolisée. Et après, de l'autre côté, vous avez plutôt les femmes qui viennent voir Akpene parce qu'elles veulent acheter du poisson congelé ou du poulet pour le faire frire et pour gérer une deuxième activité économique dans le village, qui va pérenniser le fait qu'il va y avoir une activité qui va perdurer sur l'ensemble de la semaine. Je disais ça aussi, pourquoi ? Parce que les femmes sont au centre en fait, des villages, c'est elles qui pérennisent l'activité, c'est elles qui permettent de figer le territoire pour elles, dans le cadre de leur activité, mais aussi pour leurs enfants, et pour que ce soit des filles ou des garçons. Donc elles sont au centre en fait, de cette démarche. Après, ça a été dit aussi, les femmes, elles sont plus courageuses. Mais, enfin, elles ont un courage de fait sur le fait d'être debout à 6h. Akpene, elle est à 6h à l'agence et elle repart le soir à 21h. Elle ne se pose pas de questions. Tant qu'elle a des clients, elle est là. Et elle va faire son activité. Après, il y a une autre chose qui a été dit sur les femmes. Il y a un problème, c'est que ça met plus de temps à démarrer une femme. C'est un diesel soi-disant. Je pense que ça met plus de temps à démarrer parce qu'il y a déjà une inégalité de départ. C'est que les femmes doivent arrêter l'école beaucoup plus tôt. Et nous, quand on doit faire des choix, par exemple, d'entrepreneurs pour les agences, la première question qui se pose, c'est le niveau éducatif. Et souvent, il est difficile d'avoir des femmes qui ont un niveau qui puisse s'approcher du brevet. Donc il y a une inégalité de départ qui fait qu'il y a une phase de rattrapage beaucoup plus importante qui doit être faite pour les femmes par rapport aux hommes. Mais après, en termes d'activité réelle, c'est les femmes qui sont 1000 fois plus pertinentes. Et ça suppose vraiment, je reviens à la question de départ, est-ce qu'on va choisir plutôt des femmes ? On veut choisir plutôt des femmes, mais on sait aussi que pour nous, ça va représenter un investissement en termes de formation et d'accompagnement qui va être plus important. Mais au final, on préfère investir sur cet accompagnement-là et savoir que derrière, on va pouvoir couvrir les coûts de l'activité par du chiffre d'affaires, qu'en sens inverse, d'avoir une approche court-termiste, d'avoir le premier qui vient et de voir que derrière, le modèle ne va pas pouvoir se mettre en place. Donc une approche très pragmatique pour nous à ce niveau-là. Donc tout à l'heure, une grand-mère, Rosalie, faisait l'apologie des femmes. Maintenant, c'est un jeune homme qui le fait aussi. Moi, je serais très curieux de savoir ce que les permanents du CERF sont en train de tweeter par rapport au contenu de cette table ronde. Quoi qu'il en soit, je viens de recevoir un message me signalant que plusieurs participants n'avaient pas vu la vidéo qui est mentionnée. Donc, je laisse la régie la repréparer et comme elle ne dure pas très longtemps, on va la regarder de nouveau. Mais en attendant, Boubacar Diallo, vous avez été l'un des 9 lauréats de l'appel à projet Innovation et accès à l'énergie hors réseau. Il y a eu plus de 100 réponses qui ont été envoyées. Vous êtes l'un des heureux 9 projets sélectionnés. Mais Dominique Campana, la directrice de l'Action internationale de l'ADEME, m'a dit tout à l'heure rapidement, qui est là, oui, qui est là. Voilà, je l'aperçois, elle est à côté de François Moisan, a dit on va certainement relancer quelque chose. On ne peut pas laisser tous ces projets. Il y en a plein qui sont bons dedans aussi. Donc vous avez été lauréat. Pour autant, quels sont les obstacles rencontrés ? Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de CAPEX et d'OPEX, pour ceux qui ne sont pas financiers, Capital Expenditure et Operation Expenditure. Qu'est-ce qui coince sur ce genre de projet ? C'est la question du financement, principalement ? Il n'y a aucun problème en Afrique, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y en a aucun. Par contre, il y a énormément de grains de sable. D'ailleurs, il n'y a que des grains de sable. Voilà, et quand c'est dans un engrenage, c'est un problème. Quand c'est dans un engrenage, c'est un problème. Donc ça, je pense que c'est essentiel de le comprendre. Il n'y a pas des gros problèmes. Je pense que le sujet du financement revient assez régulièrement. Je pense qu'aujourd'hui, le financement est un des sujets, mais finalement, je ne connais pas une entreprise qui n'ait pas un problème de financement, que ce soit avec ses actionnaires ou avec sa banque. Donc globalement, je pense que c'est un problème partagé par tout le monde, en Europe, en Afrique. Voilà. Après, il y a certains éléments qui changent au niveau du curseur, qui sont plutôt des éléments en termes de risque et d'appréciation du risque. Aujourd'hui, là où on va rencontrer les principaux problèmes, les principaux grains de sable, ça va être sur des questions logistiques. Lorsque vous avez besoin de près d'une heure pour parcourir 15-20 km, en termes de gestion opérationnelle d'un projet, ça complique beaucoup les choses. Ça crée une temporalité qui est très différente de ce que l'on peut imaginer lorsqu'on va lancer le projet en amont. Parce que ça
voilà, il y a plein de contraintes diverses. Et quand je dis 1 heure pour faire 20 km, c'est sans compter la saison des pluies, lorsqu'il y a des crevasses partout et que le 4x4, il faut descendre du 4x4 pour le pousser avec le chauffeur. Donc c'est plein de petites problématiques de ce type-là logistique qui finalement enrayent un peu la dynamique des projets et qui augmentent ces fameux OPEX, donc coûts et charges relatives au projet. Après, vous avez des problématiques d'infrastructure. On parle beaucoup du digital. Nous aussi, on est au cœur du digital parce qu'on a vraiment fondé notre modèle sur le fait de pouvoir accompagner les entrepreneurs ou même les entreprises avec des outils numériques qui leur permettent pas seulement de gérer de l'énergie, enfin de gérer leur consommation d'énergie, mais aussi de gérer leur activité économique et de voir vers quoi ils sont en train d'aller en termes de développement d'activité. Mais pour faire ça, pour déployer du numérique, pour mettre beaucoup de beaux termes comme la blockchain, comme énergie décentralisée, énergie on demand, il y a un facteur clé, c'est est-ce que vous avez du réseau disponible? Donc un minima 2G ou 3G. Et aujourd'hui, je pense que la situation est très différente entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. On parle beaucoup du Solar Home System, par exemple. C'est des choses qui se sont fortement développées en Afrique de l'Est parce que aussi il y a une couverture réseau télécom qui est très importante. En Afrique de l'Ouest, c'est très différent. Donc aujourd'hui, on rencontre des grosses difficultés en termes de connectivité pour connecter nos outils numériques parce que le réseau n'est pas fiable. Il se déconnecte régulièrement. Donc c'est ce type de problèmes un petit peu cachés que l'on ne voit pas beaucoup qui sont au centre en fait de nos problématiques. Et après, bien entendu, il y a la problématique du financement que finalement je mets dans un troisième temps, parce que la problématique du financement a surtout un impact sur la scalabilité des projets et pas en termes d'accès à des sources de financement, puisque tout le monde le dira dans cette salle ou dans l'ensemble des réunions auxquelles on peut participer. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de personnes veulent mettre de l'argent sur la table sur la problématique de l'accès à l'énergie. Il y a une prise de conscience sur l'urgence climatique, mais sur le financement, il faut surtout réfléchir en termes de coûts. Et l'argent coûte très cher pour des projets d'accès à l'énergie. Le crédit coûte très cher. Lorsqu'on veut déployer des modèles escalables, les banques locales ont du mal à suivre, ou lorsqu'elles veulent suivre, c'est sur des taux d'intérêt de 11, 12, 15%. Donc ça annihile votre modèle, qui est équilibré, mais du moment que vous rajoutez des charges financières, tout tombe un petit peu à l'eau. Et aussi, on l'oublie souvent, en termes de financement en fonds propres ou d'equity, parce qu'il y a une grande mode du financement des startups et on a l'impression qu'il y a beaucoup de grands investisseurs qui sont là pour mettre de l'argent dans les startups, mais un investisseur qui met de l'argent dans une startup, il faut le payer aussi, et on le paye en rendement, on le paye en taux de rendement de l'opération. Et souvent sur des taux de rendement qui sont tellement importants que finalement, on rentre un peu dans un cercle infernal de propositions de modèles qui ne sont pas pertinents. Pour terminer votre intervention, Boubacar Diallo, je crois que la vidéo est calée, donc si on peut la projeter. Donc, derrière la caméra, François Moisan, directeur exécutif stratégie et recherche de l'ADEME. Bien, nous sommes donc à Ao-Megbe, qui est un village du Togo où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau ici. Et donc, nous avons ici le kiosque solaire de Beno qui a été installé avec le soutien de l'ADEME dans le cadre de l'innovation pour l'accès à l'énergie hors réseau. Donc il s'agit d'un kiosque, comme vous l'avez vu, avec les panneaux solaires sur le toit et qui offre de l'électricité et des services. Nous avons donc Beno, Monsieur Boubacar, président de Beno Énergie. Vous pouvez nous dire, donc le kiosque est confié, vous les déployez, vous les confiez à un entrepreneur. Là on est à l'agence d'Ao-Megbe, qui est gérée par FPN. Et là, si je commence un peu par les activités qu'elle gère, c'est surtout des activités de vente de produits frais. Donc du coup, elle a aujourd'hui 2 congélateurs. Un grand congélateur pour vendre tout ce qui est poulet, poisson. Donc là, on a plus. Et après, elle a un deuxième congélateur qui lui sert à mettre tout ce qui est boisson fraîche. Donc ça, c'est vraiment le gros de son activité. Globalement, je disais, elle génère à peu près 2000 € de chiffre d'affaires, pratiquement rien que sur la vente de produits frais. Et c'est ça qu'on appelle l'entrepreneur, et là c'est l'agence. Oui, c'est ce qu'on appelle l'agence, c'est le lieu. C'est le lieu, oui. Vraiment le lieu et les services associés. Sinon, après, l'infrastructure, c'est un kiosque. Oui.
Et après, l'entrepreneur, c'est elle le maître des lieux. Les gens, quand ils viennent consommer, ils en profitent aussi pour charger l'appareil. Activité importante. Et après, on a aussi un photocopieur. Et on est sur de la photocopie noir et blanc. Là, c'est plutôt les enfants. Ils ont besoin de cahiers, mais ils ne peuvent pas acheter le livre, donc ils se le photocopient tous. Donc ça, c'est le local technique. Ça, c'est le local Baka, technique. avec d'abord une ventilation un peu naturelle. Oui, ventilation naturelle, il y a toute une série de grillages qui sont placés sur les côtés. Puis on est sur des batteries plomb sur cette installation-là. Et après, on a fait des choix d'équipements de haute qualité. On est en courant alternatif. Et l'objectif, c'est qu'effectivement l'énergie solaire serve au développement d'une activité économique. Tout à fait. En fait, on veut vraiment faire le lien entre les deux, c'est-à-dire vraiment se dire, c'est très bien le solaire, mais il y a un coût d'investissement initial qui est très important, donc il faut pouvoir l'associer à des activités génératrices de revenus pour qu'il y ait un revenu suffisant pour payer cet investissement-là au fur et à mesure. Et vous, Beno, vous apportez donc Nous, on apporte le système clé en main, on s'occupe de tout, de coordonner l'installation du système, le système photovoltaïque, et derrière, la grosse valeur ajoutée qu'on apporte, c'est le digital en équipant l'entrepreneur avec une application mobile qui lui permet de gérer ses ventes. Voilà, donc ça, c'est le projet Beno qu'on avait sélectionné, dans le cadre de l'appel à la proposition de l'ADEME. Merci. Ça tombe très bien puisqu'on va parler tout de suite après digital. Merci Boubacar Diallo. Astria Fataki, entrepreneuse franco-congolaise, présidente d'Énergie Génération. Alors une petite présentation tout de même de ce qu'est Énergie. On peut appeler ça un incubateur, Énergie Génération. C'est, je crois, ce qui figure sur Internet quand vous avez rencontré le ministre, enfin ça a été évoqué et présenté comme un incubateur. Donc expliquez-nous un petit peu les objectifs de Énergie Génération et le mode de fonctionnement. Merci beaucoup. Donc effectivement, encore une fois, merci au syndicat des énergies renouvelables pour cette invitation et pour ce 20e colloque qui appuie l'importance justement des énergies renouvelables dans le développement des différentes zones du monde. Merci pour cette question. Donc effectivement, Energy Generation, c'est une organisation panafricaine qui est basée à Lomé et qui a pour objectif de former, d'incuber et également d'investir dans des projets innovants dans le secteur de l'énergie. Donc, la vocation principale d'Energy Generation, à vrai dire, c'est, si je veux dire ça de façon simple et directe, ce serait de révolutionner l'accès à l'énergie en Afrique par une approche Made in Africa. Pourquoi une approche Made in Africa? Puisque, pour ma part, je n'ai pas de lien direct avec l'énergie dans mon parcours. J'étais diplômée en relations internationales et pourtant, j'ai eu l'occasion de voyager en Inde et de rencontrer une initiative qui s'appelait Lighting a Billion Lives, éclairer 1 milliard de vies, et qui donc installait des kiosques solaires dans des villages en Inde. C'était en 2010 déjà. Et j'avais été absolument éblouie par l'impact que ces simples kiosques, quelque part, à l'époque, il s'agissait simplement de recharger des lanternes solaires et de recharger quelques téléphones portables, avaient eu sur les populations bénéficiaires de ce programme. Et tout naturellement, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, il faudrait répliquer cette initiative en Afrique subsaharienne, en l'occurrence en Afrique francophone. Et donc c'est ce que j'ai fait, et notamment en commençant à travailler au Congo, Brazzaville et au Mali. Et en justement répliquant ce modèle, j'ai été confrontée à énormément de difficultés et énormément de déceptions. Et tout était lié au fait que aussi bien les technologies que les ressources humaines et intellectuelles qui participaient à la réalisation de ce projet étaient importées. Voilà.
Le matériel venait d'Inde, des ingénieurs solaires également. Nous-mêmes, les promoteurs du projet, moi et quelques camarades de Sciences Po, étions importés d'une certaine manière de France. Et ça impliquait donc des coûts et des délais, forcément, assez conséquents, ce qui rendait justement la pérennité du projet assez compliquée. Et donc, sur la base de ce constat, je me suis posé la question de savoir, donc, effectivement, je suis littéralement tombée amoureuse de cette problématique de l'accès à l'énergie, puisque, étant impatiente par nature, c'était quand même assez miraculeux de voir le bénéfice quasi immédiat que l'accès à l'énergie pouvait offrir, mais dans le même temps, comment bénéficier de cela en faisant appel à des ressources disponibles localement, disponibles en Afrique. Et à l'époque, malheureusement, j'ai cherché, j'ai eu du mal à trouver des réponses satisfaisantes. Et le hasard faisant bien les choses, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des jeunes africains qui avaient des initiatives très intéressantes sur le secteur, très innovantes, puisqu'effectivement, ils répondaient à des problématiques à lesquelles ils étaient confrontés au quotidien. Donc, ils avaient des solutions assez frugales, mais toutefois intéressantes. Et on en entendait parler dans la presse, et très vite, elles disparaissaient. On ne savait pas trop ce qu'il en advenait, comme par exemple un exemple d'une jeune fille au Nigeria qui avait développé une solution qui permettait de produire de l'électricité à partir d'urine. Donc, c'est surprenant, mais c'était intéressant. Et donc, je me suis renseignée et je me suis rendu compte que la majorité de ces jeunes, le retour qu'ils donnaient pour expliquer, on va dire, la disparition de leur initiative, c'était cette idée de se dire qu'ils n'avaient pas de soutien. Ils n'avaient pas de soutien pour passer de l'idée à un projet qui pourrait être économiquement viable et donc porté à l'échelle. Et c'est donc de ce constat-là que j'ai eu l'idée, justement, de créer Energy Generation Academy, qui est donc avant tout un centre de formation à l'entrepreneuriat. Donc, en l'occurrence, depuis octobre 2016, nous avons eu 2 promotions de formation, donc des promotions de 1 an. Nous sélectionnons nos porteurs de projets à travers un concours panafricain qui s'appelle l'Africa Energy Generation Prize. Jusqu'à présent, nous avons sélectionné 14 jeunes venant de 12 pays différents, de 12 nationalités différentes. Nous les avons réunis à Lomé et pendant 1 an, nous les avons accompagnés dans le développement de technologies innovantes dans le secteur de l'énergie. Donc on aborde toutes les technologies, le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydrogène, la pyrolyse du plastique. On a un de nos lauréats au Ghana qui transforme donc les déchets plastiques en carburant. Et je peux vous dire que moi-même, j'étais optimiste, bien sûr, en lançant cette initiative, mais j'étais incroyablement surprise, on peut dire ça, par la qualité, par l'ingéniosité des projets qui ont été développés tout au long de cette année. Donc cette initiative a commencé, on va dire, comme un pilote. L'idée, c'était vraiment de tester cette idée. Et très vite, on a été rejoint par des partenaires de qualité, pour en citer quelques-uns, Engie, EDF, Schneider Electric, qui nous ont non seulement apporté un soutien financier, bien sûr, qui est nécessaire, mais également un soutien en mécénat de compétences, de manière à pouvoir justement venir former ces jeunes et leur apporter une perspective complémentaire à la leur. Ça, c'était très intéressant. Et bien sûr, il va sans dire que nous avons bénéficié d'un soutien actif et proactif du gouvernement togolais dans notre démarche. Donc, notre idée, c'est vraiment d'être un catalyseur pour
donner à la jeunesse africaine la possibilité d'exprimer un potentiel, d'exprimer une ingéniosité qui est déjà là et qui parfois nécessite juste un petit coup de pouce, puisque, je tiens à le dire, les porteurs de projets qu'on a accompagnés ont eu un budget de 1 000 € pour développer leur solution. Donc c'est quand même à la fois beaucoup, mais pas grand-chose, tout dépend de la perspective. Et ben, dites-vous que dans ce budget de 1 000 €, nous avons justement un candidat togolais qui a développé une dry cell, donc un électrolyseur qui lui permet de produire de l'hydrogène qui est utilisé pour faire fonctionner un groupe électrogène, donc à un coût très réduit par rapport à un groupe électrogène qui devrait fonctionner purement au diesel. Donc, en quelques mots, c'est ce que nous faisons chez Energy Generation. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, notamment sur les activités d'incubation que nous mettons également en place, puisque après cette année de formation, les 3 meilleurs projets de chaque promotion rejoignent notre incubateur. Et donc, on les accompagne là sur une période un peu plus longue, de 2 ans. Et nous sommes actuellement en train de mettre en place un fonds d'amorçage qui permet justement d'investir des très petits tickets dans ces startups, puisqu'on parlait beaucoup du financement durant cette table ronde. C'est vrai que les financements sont disponibles, mais ils ne sont pas toujours appropriés en fonction des besoins rencontrés sur le terrain. Et nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de combler un vide, combler un gap en créant des outils de financement adaptés aux besoins des entrepreneurs que nous accompagnons. Et enfin, le mot que j'aimerais également prononcer dans cette intervention et avec laquelle j'aimerais que le public peut-être reparte, c'est la question de souveraineté énergétique, puisqu'aujourd'hui, la question de la transition énergétique, elle est cruciale, elle est vitale à l'échelle de l'humanité. Et je pense que l'Afrique a, de par son retard relatif, une opportunité de leapfrogger. Justement, on parlait des fameux leapfrogs dans le secteur de la téléphonie, on l'a vu dans le secteur de la banque. Pourquoi ne pas imaginer la même chose dans le secteur de l'énergie? Pourquoi ne pas avoir cette vision-là pour notre continent? Donc le continent a cette opportunité et a une jeunesse suffisamment dotée de suffisamment d'ingéniosité pour pouvoir avoir ce rêve-là. Et donc on y travaille, c'est un travail de longue haleine, mais nous sommes en train de mettre en place également des Fab Labs à proprement parler pour accompagner cette innovation technologique, hardware, donc qui va au-delà du digital. On parlait du digital, c'est important, mais le hardware aussi doit trouver sa place dans cet univers de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et effectivement, il est important que la jeunesse africaine soit au cœur de ce processus, puisque c'est son avenir qui se dessine. C'est son avenir qui se dessine et elle ne peut pas être passive, puisque dans 10, 20, 30, 40 ans, c'est cette jeunesse-là qui devra faire face aux conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui. Donc il faut essayer de l'impliquer au maximum aujourd'hui pour que elle puisse au mieux gérer l'avenir qu'elle se construit, qu'elle doit se construire. Et du coup, par cette prise de conscience, par cette formation, par cette mise à disposition des outils, on permet à cette jeunesse d'être souveraine de son avenir, souveraine de sa destinée. Et j'ai la chance d'être justement impliquée dans cette question de la transition énergétique en Afrique, donc aussi bien à ce niveau micro, si j'ose dire, en essayant d'apporter des outils à des entrepreneurs qui eux-mêmes agissent de façon très locale. Là aussi, ça permet une réduction des OPEX, puisque lorsque on dote les gens localement des outils nécessaires, ils n'ont plus besoin justement d'aller chercher des solutions externes. Mais j'ai également la chance de travailler sur cette problématique à un niveau un peu plus macro, en
en tant que consultante pour le développement d'infrastructures de plus grande capacité, donc de plusieurs dizaines de mégawatts sur le continent, puisque je crois vraiment que cette problématique doit être abordée des deux côtés et que la solution se trouve à mi-chemin, qu'on doit effectivement aller vers des solutions décentralisées pour les populations qui n'auront jamais accès au réseau pour des bonnes raisons, puisqu'effectivement aujourd'hui, on le voit avec le téléphone portable. Est-ce encore pertinent de développer des lignes fixes? Non. Donc pour le réseau électrique, c'est à peu près la même chose. Mais il y a également un besoin justement d'industrialisation, puisqu'une économie, ça se développe aussi et surtout à travers l'industrie. Et l'industrie, aujourd'hui, a besoin de capacités électriques fortes. Et donc l'objectif, c'est vraiment, nous, dans nos formations, donc on a deux tracks. On a un track technique qui permet de former des techniciens à l'installation et à la maintenance des petits systèmes. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, nous avons un programme, nous sommes en train de mettre en place un programme pour former 100 femmes à l'entrepreneuriat solaire en partenariat avec EDF. Donc ça, c'est pour le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais par ailleurs, nous avons également une formation de 2 ans qui, elle, est diplômante pour réellement former des managers, des leaders qui, eux, pourront intervenir sur des projets aussi bien innovants, donc de start-up, mais aussi des projets d'infrastructure, puisque c'est vraiment la panoplie complète qui doit être abordée lorsqu'on parle de transition énergétique et de promotion des énergies renouvelables en Afrique. Astria Fataki, tout à l'heure, vous avez dit « Je suis tombée amoureuse de l'accès à l'énergie ». Quels sont les obstacles à cette relation? Vous avez évoqué les produits qui viennent de l'étranger, vous avez évoqué les équipes qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'il y a aussi des problèmes réglementaires, des problèmes de procédure? Est-ce qu'on peut travailler sur quelque chose? Bien sûr. Le secteur de l'énergie est un secteur mouvant. Typiquement, le solaire n'a pas du tout les mêmes caractéristiques aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple. Aujourd'hui, les prix des batteries, par exemple, le prix du stockage a été divisé par 3 ou 4, il me semble, sur les, on va dire, 4 dernières années. Et la production, elle aussi, augmente quotidiennement. Donc, typiquement, l'un des goulots d'étranglement du solaire, qui était le stockage, aujourd'hui, est en train de devenir une solution complémentaire. Donc, le cadre, le contexte est mouvant, et donc forcément, les réglementations doivent s'appliquer, les réglementations doivent suivre. Et là encore, je reviens sur cette question de souveraineté, puisque c'était aux États, dans leur souveraineté, de concevoir leur stratégie d'électrification et de pouvoir donc établir les cadres réglementaires qui vont avec. Ce n'est pas parce que le ministre a fait l'ouverture aujourd'hui, mais je pense que c'est important de souligner que le Togo est un exemple assez remarquable en la matière, mais on peut en citer bien d'autres. Actuellement, sur le continent, de nombreux pays se sont dotés de lois, des textes de loi favorables aux énergies renouvelables. Et là encore, qui mieux que les nationaux, si j'ose dire, pour faire le lobbying nécessaire sur ces réglementations, parce qu'ils sont sur place, parce qu'ils sont au contact des décideurs au quotidien. C'est donc à ces personnes-là, et encore une fois, j'appelle la jeunesse à se saisir de ces problématiques pour interpeller leurs dirigeants, leurs représentants, afin que la problématique des énergies renouvelables soit au cœur, de la transition énergétique soit au cœur des réglementations. Et encore une fois, la question typiquement de l'emploi en Afrique est une question de taille, un enjeu de taille compte tenu de l'évolution démographique sur le continent. Et par conséquent, les gouvernements, l'accès à l'énergie, le processus qui mène à l'accès à l'énergie est un processus générateur d'emplois à différents niveaux, pour les jeunes, pour les femmes, pour les grands-mères. Et
les gouvernements s'en rendent de plus en plus compte et par conséquent mettent en place les cadres nécessaires qui aujourd'hui clairement nécessitent des améliorations. Mais en tout cas, je reste très optimiste sur la voie qui est en train d'être empruntée. Merci Astria Fataki. Alors, un exemple de développement de projet. Paul Kerenc, vous êtes directeur international d'Urbasolar, plutôt connu pour le développement de projets raccordés au réseau électrique. Et finalement, vous travaillez aussi sur ce qu'on appelle l'off-grid. Bon, merci. Effectivement, alors non, on ne travaille pas sur de projets off-grid. Pardon de vous contredire. On est très présent en Afrique. On travaille beaucoup en Afrique. On travaille évidemment sur des projets de grandes centrales photovoltaïques raccordées au réseau qui représentent beaucoup du potentiel de la puissance qu'on peut installer sur le continent africain. Et en effet, on travaille également sur des projets de plus petite taille. Je dirais qu'il y a deux catégories de projets différentes. La première, ce sont des projets qui peuvent être off-grid pour certains, qui sont de l'électrification rurale, donc des petits générateurs. Et ça, ce sont des projets sur lesquels on travaille quasiment pas, sauf sur des programmes dans lesquels il y a des plus gros générateurs, ou alors en partenariat avec des entreprises locales qui nous demandent d'apporter surtout une capacité financière pour ces projets. La raison pour laquelle on ne travaille pas sur ce type de projet, c'est qu'on n'a pas tout simplement de valeur ajoutée technique. C'est une ingénierie en général assez particulière qui est très bien gérée par des entreprises locales qui se sont développées sur ce type de marché. Pour l'installation de ces générateurs, c'est pareil, il y a des entreprises qui savent très bien faire ça. Et on n'aurait pas de valeur ajoutée à envoyer des ingénieurs expatriés pour monter ce type d'installation. Donc aujourd'hui, on a quand même au Burkina Faso actuellement plusieurs sites qui sont en construction, dont un programme avec l'ONEA, qui est l'Office national de traitement des eaux et d'assainissement. Donc là, dans ce programme, on a un générateur de 3 MW qui va alimenter une station de taille importante. Et autour, sur tout le reste du pays, il y a un certain nombre de sites qui sont effectivement off-grid pour certains et sur lesquels on installe des petits générateurs. Et puis ensuite, il y a un autre segment de marché, je dirais, qui sont des clients industriels ou commerciaux qui vont se situer dans la taille entre quelques mégawatts, 1 ou 2 mégawatts, et une dizaine de mégawatts. Donc ce sont des cimentiers, ce sont des industries agroalimentaires, de process, des mines, où là il y a un gros potentiel d'électrification. Alors certains sont raccordés au réseau, d'autres ne sont pas raccordés au réseau. Donc aujourd'hui on a par exemple installé au Kenya des générateurs sur des fermes de production de fleurs. On a installé en Tunisie sur des stations d'épuration. On est en train de construire un générateur sur une cimenterie au Sénégal. Donc là, il y a le driver principal de ces projets, c'est le prix. Aujourd'hui, grâce au photovoltaïque, on arrive à être jusqu'à 2 à 3 fois moins cher que l'électricité qui est soit soutirée du réseau, soit autoproduite par des générateurs diesel ou au fioul. Donc ça, c'est un driver très important et qui fait que le marché peut décoller. Maintenant, il reste bien sûr quelques obstacles, quelques grains de sable, comme disait mon voisin tout à l'heure, dont certains sont quand même d'assez gros grains de sable. Et j'en citerai surtout deux. Le premier, c'est réglementaire. Aujourd'hui, pour pouvoir intéresser un client industriel, il faut pouvoir lui proposer du financement et investir directement dans la centrale. C'est très difficile, pour des raisons assez évidentes, d'avoir un client qui va accepter d'investir lui-même dans un générateur électrique,
quand bien même c'est un élément essentiel de son process, il va préférer garder ses ressources financières pour investir dans son cœur de métier. Également, il y a souvent des problématiques comptables. Les clients ne souhaitent pas avoir ce type d'actifs dans leur comptabilité, dans leur compte. Donc, ils nous demandent systématiquement d'investir dans ce type de projet. Et là, on a un problème, un double problème, à la fois réglementaire et de financement. Réglementaire parce que dans la plupart des pays africains, nous ne sommes pas autorisés à vendre de l'électricité. Il y a encore très souvent un monopole d'un opérateur national. C'est le cas, par exemple, au Sénégal avec la Sénélec, la STEG en Tunisie, KPLC au Kenya. Donc, il faut trouver des artifices contractuels pour pouvoir faire du leasing ou ce genre de choses. Mais c'est assez compliqué. Et le deuxième frein, je dirais, c'est le financement. Pour pouvoir faire des offres compétitives à ses clients, on a besoin, comme dans tout projet photovoltaïque, de pouvoir financer les projets sur des durées longues. Et sur des projets de centrales de 20, 30, 50 mégawatts, on arrive, malgré quelques difficultés, à trouver des financements de longue durée auprès des bailleurs de fonds. Mais sur des projets de plus petite taille, qui vont être entre 5 et 10 millions d'euros, on a beaucoup de difficultés à trouver des ressources longues. Donc là, il y a un petit trou dans la raquette au niveau des bailleurs de fonds qui souvent vont nous dire que pour des projets de centrales raccordées au réseau, ils vont accepter de financer au minimum des projets à 10 ou 20 millions d'euros. Et ensuite, ils ont parfois d'autres facilités de financement. Je pense à la BPI ou à l'AFD qui ont des lignes de crédit et qui sont réservées pour des projets qui font au maximum 5 millions d'euros. Donc là, on a clairement un manque de cohérence des outils financiers proposés par les bailleurs de fonds, puisque justement, ce type de projet auprès des industriels va se situer dans cette frange entre 5 et 10 millions d'euros. Voilà ce que je peux dire pour témoigner de notre expérience. Un petit mot sur le projet Kenyatta, Kenyatta Université, et notamment la formation qui permet une appropriation plus rapide des énergies renouvelables par les populations. Absolument. Donc c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est fait en partenariat avec Kenyatta University, qui est une très grande université publique au Kenya. Et ce projet consiste en 3 volets. Il y a un premier volet qui consiste à monter un centre d'excellence technique et de formation et de recherche au niveau régional en Afrique de l'Est. Donc ça, c'est la demande de l'université et du gouvernement kényan, à laquelle on a répondu grâce à des subventions françaises, notamment, qui ont permis de faire toute une étude, de subventionner du matériel, et maintenant de lancer le centre d'excellence qui va être d'ailleurs inauguré par le président Macron début mars à Nairobi. Parallèlement à ça, il y a un projet de 10 MW sur un site et de 40 MW sur un autre site, un autre campus de l'université, qui permet d'avoir une cohérence entre de la formation, de la recherche appliquée à des centrales qui sont situées sur les campus, et en plus de fournir de l'électricité à l'université qui va ensuite vendre les surplus sur le réseau électrique. Merci Paul Kerenc pour ce témoignage. Alors, on parlait tout à l'heure de ce qui était numérique et de Pay as you go. Léonide Michael Saint-Saint, président d'ARES au Bénin, un ancien étudiant de Nidal Ouerfili, on en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Beaucoup de parcours depuis. Alors, témoignage par rapport à cette idée de Pay as you go, d'utiliser le téléphone portable. Ça y est, maintenant c'est dans les mœurs, ça marche bien. Il y a même carrément le téléphone portable, le smartphone, pardon, à l'intérieur du kit solaire. Merci beaucoup. Effectivement, ça fait un parcours. Il y a 7 ans, on était de l'autre côté étant étudiant parce que je pense que ce master, c'est quand même une formalité quand vous passez par les cursus énergie à Paris. Et à la fin du master, du coup, il y a eu cette idée de créer la société ARES. ARES, du coup, qui est une société basée au Bénin, donc en Afrique de l'Ouest, et qui est active depuis bientôt 7 ans, et qui intervient sur 4 champs d'activité.
la vente et distribution de produits solaires de qualité, l'ingénierie conseil sur les très grands projets en termes de structuration, et du coup le pay-as-you-go et tout le volet maintenance qui représente en fait une nouvelle forme de financement de l'énergie pour les gens qui n'ont malheureusement pas les moyens, le capital initial pour acquérir un système de qualité. Voilà. Donc alors ça marche comment le MyJoulebox? Il y a une passerelle entre Ares et MyJoulebox. Ares, comme je le disais, c'est une société au Bénin qu'on a créée à la fin du master. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 3 pays, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, avec une expansion vers d'autres pays. C'est à peu près une 50aine aujourd'hui de collègues qui sont actifs. C'est plus de 20 000 systèmes vendus et c'est plus de 100 000 personnes impactées. On a très vite été rattrapé par un des freins, ça a très bien été évoqué un peu plus tôt, les questions de logistique. Malheureusement, lorsque vous déployez en Afrique, quand bien même vous êtes un pays comme le Bénin qui a un port, il est très difficile de déplacer du matériel ou de se déplacer au sein du pays. En termes de coûts, un conteneur qui nous vient de la Chine, finalement, nous coûte aussi cher que 400 km de route au Bénin. Et du coup, face à ces barrières-là, nous avons créé la société MyJoulebox en France en 2017, qui se voulait vraiment être un accélérateur en termes de solutions techniques, non pas uniquement pour gérer le côté des paiements, le côté des flux, mais pour être un intégrateur aussi complet depuis la commande du produit jusqu'au last mile, comme on le dit souvent, l'utilisateur, le bénéficiaire du système. Alors, une petite précision quand même sur le pay-as-you-go. Donc, en gros, il faut avoir accès au smartphone et payer par le smartphone pour avoir le droit d'avoir de l'énergie. Je prendrais les 2 axes. Le smartphone n'est pas forcément une nécessité pour le client. Le plus important pour le client, c'est d'être doté d'un outil de paiement. Donc, sans entrer dans les questions un peu trop techniques de 2, 3G, comme l'a évoqué Beno tout à l'heure, c'est avant tout être intégré à un opérateur téléphonique, puisque l'idée, c'est que le client a en son domicile un système solaire qu'il paye au fur et à mesure qu'il l'utilise. Et une fois que vous êtes intégré au réseau de télécom, là, vous émettez un ordre, un paiement, vous êtes dans le menu. Et une fois que vous avez fait le paiement, vous recevez en retour un code que vous pouvez entrer dans le produit. Lorsque vous avez un smartphone, ça va beaucoup plus vite parce qu'il est possible de connecter directement le produit à la plateforme pour éviter, par exemple, d'utiliser des touches pour les personnes qui ont un niveau d'éducation faible. Mais là, vous vous retrouvez très vite heurté aussi aux barrières d'infrastructures parce que contrairement en Afrique de l'Est, malheureusement aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, les usages de la téléphonie mobile ne sont pas très développés. Donc que vous soyez avec une connexion très avancée, type 3G ou 4G, ou que vous ayez qu'un seul un téléphone simple, finalement le résultat est le même. Alors, est-ce que la subvention est toujours nécessaire avec ce genre de dispositif ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, Ares, c'est quand même... on a été créé en 2012 au Bénin. Pendant 6 ans, malheureusement, et sans revenir dans les discours qui ont été tenus plus tôt, l'accès au financement est très difficile lorsque vous êtes une société africaine. C'est dur de le dire ici, puisque les investisseurs, dans les conférences, c'est bien beau de vendre l'Afrique dans les chiffres, mais une fois qu'il faut passer à l'acte, c'est plus compliqué, le plus souvent pour des questions de structuration. Du coup, pour nous, la subvention devient un outil très puissant, puisque c'est un outil de compétitivité forte. C'est ce qui nous a permis de passer des fameuses phases pilotes à du concept, de faire notre proof of concept, de montrer que ça fonctionne, qu'on a le réseau, qu'on a l'équipe, et après de se battre maintenant pour appeler du financement, que ce soit de la dette ou du capital. Donc lorsque vous démarrez, la subvention demeure quand même un outil relativement puissant pour vous permettre d'être visible, parce que ça c'est un des facteurs limitants aussi en Afrique, c'est que nous manquons beaucoup de visibilité. C'est la raison pour laquelle, avec la région des Hauts-de-France, on a un projet de cluster qui est en train d'être mis en place pour que les sociétés locales aussi, qui font du très bon boulot, soient sur le même pipe
que la plupart des grands groupes qui interviennent sur ces questions-là aussi. Puisque pour nous, au Bénin, l'accès à l'énergie, nous avons souvent l'habitude de dire que c'est une question de dignité. Pour construire des centrales solaires, on peut faire appel à de très grands groupes, mais pour aller électrifier au dernier kilomètre, très loin des zones urbaines, ça doit être la bataille des sociétés locales. Alors, la région des Hauts-de-France sur le solaire, c'est intéressant. Oui. Sur l'éolien, ils sont pas très copains. Hein. Je suis pas sûr qu'ils vous aident beaucoup là-dessus. J'ai une question qui vient, et elle est à la table ronde entière, mais je peux vous la poser là tout de suite. Elle vient de Bruno Rakedjian, qui est du ministère du Développement durable, enfin du MTES, pardon. Est-ce qu'il y a des projets de mobilisation de la diaspora africaine en France pour financer les projets d'accès à l'énergie? Et comment est-ce qu'on pourrait mieux mobiliser la diaspora sur cette question? Je pense que la question est ouverte. La question est ouverte, oui, mais est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez déjà... Je sais qu'il y a des projets, malheureusement, qui sont à l'étape toujours de projet. Donc, je n'ai pas plus de chiffres sur comment financer, comment structurer les fonds de la diaspora. C'est une vraie question, puisque quand on regarde les flux, surtout sur des pays de type Sénégal, Nigeria, où les flux totalisés dépassent même les IDE, ça montre quand même qu'il y a quelque chose à faire. Mais de façon concrète, moi, je n'ai pas de réponse, peut-être si quelques-uns en ont. Astria Fataki, peut-être? Bon, en tant que représentante internationale de la diaspora africaine, non, peut-être pas, je ne vais pas aller jusque-là, mais effectivement, je pense être un exemple justement de diaspora africaine. La diaspora, moi je la vois un peu comme les graines d'une plante qui, portée par le vent ou autre, vont aller pousser ailleurs, mais qui gardent quand même cette relation et cette proximité très proche avec l'arbre ou la plante d'où elles proviennent. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la diaspora est, comme ça a été dit tout à l'heure, un outil de financement très fort, qui reste d'une certaine manière désorganisé. Et donc, effectivement, il faut peut-être mieux diriger les flux pour qu'ils soient de plus en plus efficaces. Mais il y a des initiatives dans ce sens. Certaines initiatives permettent, par exemple, à des personnes de la diaspora de payer du crédit énergétique pour leurs proches dans différents pays. Donc c'est ce type d'initiative qui devrait, à mon sens, être privilégié. Et au-delà des investissements à proprement parler et des flux financiers, je pense que ça peut être intéressant d'appeler la diaspora, et en particulier, encore une fois, je reviens sur mon cheval de bataille, la jeunesse de la diaspora, à s'impliquer personnellement dans des projets d'accès à l'énergie, d'éducation ou autres sur le continent, pour justement donner un influx supplémentaire à ce qui se passe. Donc effectivement, impliquer la diaspora d'un point de vue financier, c'est important, mais l'investissement personnel aussi peut faire une grande différence. De la jeunesse. Léonide Michael Saint-Saëns en est un exemple, tout de même. Puisque tout de suite après, à 2 étudiants avec Paul Berthaumieux, hop, ils créent leur start-up et ils partent. Félicitations. Alors, Thierry Barbeau, responsable stratégie numérique et communication à l'Agence des micro-projets, une branche de la Guilde européenne, du RAID, oui c'est ça, une ONG d'utilité publique. Alors, quel est le lien entre l'Agence des micro-projets et cette Guilde européenne du RAID dont on vient de parler à l'instant ? Alors, l'Agence des micro-projets, en fait, c'est un programme de l'ONG La Guilde qui est dédié au financement de micro-projets de solidarité internationale. Alors, on travaille aussi un petit peu en Asie et en Amérique du Sud, mais 80% de nos projets sont véritablement en Afrique. L'objectif, c'est de répondre à des besoins concrets, localement, émis par les populations locales. Donc ces micro-projets qui s'insèrent un petit peu après les nano-projets, qui sont vraiment le tout départ. Et puis, on a ensuite différentes échelles, ça a été souvent évoqué. On a ce qu'on appelle les méso-projets, qui sont un peu plus importants, qui vont toucher des communautés plus importantes. Et puis les macro-projets, qui sont souvent des projets avec des fonds privés, des fonds souverains ou les États.
Notre objectif, ça a été aussi au Sénégal, avec des partenaires, dont Synergie Solaire, de réaliser un film sur les énergies renouvelables et le volet numérique, qui regroupe ces différentes échelles de projets. Ce film est disponible sur notre site agencemicroprojet.org, bien sûr. Un des objectifs vraiment de l'agence, c'est d'intervenir localement sur toutes les thématiques du développement. Donc on va travailler sur la santé, l'éducation, l'agriculture, bien évidemment les énergies renouvelables, les droits de l'homme, le numérique, toutes les actions. Alors, je crois qu'on a un petit teaser du film qui est disponible. Le film dure une vingtaine de minutes, c'est ça? Non, le teaser dure 30 secondes. Le grand film, il dure 20 minutes. Il y a une Ensuite, il y a une version 6 minutes que j'ai vue. Voilà, et il y a un teaser de 1 minute. Il y a un teaser de 30 secondes, il y a une version courte de 9 minutes et une version longue de 23 minutes. Exactement. Bon, alors écoutez, OK pour le teaser, on regarde. Merci. Si la régie veut bien nous... Que vous alliez le commenter. Alors, vous avez amené quelques photos, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, quelques slides qui présentent des projets. Alors on va, très important avec vos commentaires, on les met à l'écran. Voilà. Alors, très important pour piloter notre programme, et d'ailleurs, le CER y a participé depuis la COP21 en 2015. On a 3 appels à projets au cours de l'année, donc multithématiques, et on a maintenant un appel à projet dédié aux énergies renouvelables et à toutes les thématiques transverses, qui sont donc la santé, l'éducation, l'agriculture. L'objectif aussi, c'est de travailler avec des partenaires privés, et le plus grand bailleur du programme, c'est l'Agence française de développement qui nous soutient. Donc nous, on va soutenir une centaine de projets par an. Là, j'ai pris un exemple très concret, si on peut voir le slide suivant. Dans le film, on présente aussi les projets de très grande échelle. Ça, c'est le dernier qu'on découvre dans le film. C'est des grandes centrales d'énergie renouvelable. Celle-ci, elle fait 43 hectares. Elle alimente en énergie renouvelable 250 000 foyers. Il y en a 6, en l'occurrence, au Sénégal, qui sont en activité. Une vingtaine de mégawatts? Oui, à peu près. Voilà, je ne suis pas un expert en mégawatts, mais clairement, on est loin d'électrifier l'ensemble de la population, et un des véritables freins pour démocratiser l'usage de l'énergie et de l'énergie renouvelable, c'est le réseau. Le réseau qui est très souvent défaillant et qui n'atteint pas les populations rurales, parfois même les grandes villes, on parlait de délestage, et puis les quartiers périurbains. Alors, si on peut voir le slide suivant. Donc nous, on va véritablement s'adresser à ces communautés qui n'ont pas accès à du financement, avec un effet levier, avec des dons qui sont en moyenne de 15 000 € par projet. On va soutenir une centaine par an. Ici, par exemple, on est sur la thématique de l'agriculture. Ce qu'on voyait sur le slide d'avant, c'est l'agriculture, le mil, qui est la céréale, qui est une des céréales les plus résistantes répandues en Afrique. Et c'est souvent les femmes qui pilent le mil, tout le temps d'ailleurs, je crois. Une activité longue, fastidieuse, très difficile et indispensable. Donc on a mis en place ici, encore une fois, en écoutant les populations locales qui ont émis un besoin, comment on allait financer un moulin à moudre le mil solaire. Donc on a du numérique, on a des énergies renouvelables, on a la thématique de l'agriculture, puis on va voir qu'on a aussi la thématique de la santé. Très important, grâce au numérique, grâce au téléphone mobile, les femmes vont organiser ce qu'on appelle des tontines, des collectes de fonds qui vont leur permettre de s'équiper et de mettre aussi une mise de départ. Elles vont participer au financement du projet. C'est quelque chose de très important. Ensuite, ce moulin à moudre le mil va être mis en place. Les femmes, auparavant, étaient passées du pilon au moteur thermique.
qui posait de nombreuses problématiques de pollution, bien sûr, avec l'échappement, de logistique, avec le carburant, et puis du mille qui est pollué par les résidus de gasoil, sans parler des problèmes sonores et de la gestion de ce type de projet. Des femmes qui souvent étaient dans ces petits bâtiments, à travailler avec un moteur extrêmement bruyant et à se prendre des pots d'échappement dans la figure pendant plusieurs heures. Ici, on a installé, et là vous pouvez mettre le slide suivant, on a installé donc un boîtier. Les femmes peuvent aussi l'utiliser avec du pay-as-you-go. On a ici le moulin à moudre le mille qui est alimenté avec un moteur électrique qu'on distingue et avec les panneaux solaires qui produisent l'énergie. On a du stockage de batteries. Donc on a un moulin à moudre qui est quand même un peu bruyant. Hein. Il est beaucoup moins bruyant que le moteur thermique, mais il est quand même un petit peu bruyant. Mais aucune pollution, une énergie disponible à volonté. Et surtout, et ça c'est très important, on en parlait, la possibilité de changer d'échelle. Donc déjà un petit processus d'industrialisation et des projets, et ça on insiste beaucoup quand on lit ces projets qui nous sont soumis, la possibilité d'avoir des projets qui sont réplicables, qui peuvent se démultiplier dans les régions voisines ou à travers d'autres pays. Ça c'est très important. Donc on participe aussi au financement de kits solaires, et puis autour de ces petits projets qui touchent de nombreux bénéficiaires. On a plein d'activités génératrices de revenus connexes, comme bien effectivement déjà la commercialisation du mille, bien sûr, mais aussi la recharge de téléphones mobiles. Et on en parlait tout à l'heure. Je crois qu'en moyenne en Afrique, on fait 12 km à pied pour recharger un téléphone, sans compter le temps qu'on passe, l'attente pour le faire charger et le coût qu'on paye pour faire charger ce téléphone. Donc là, on est vraiment dans une optique de fédérer de nombreux acteurs dans l'aide au développement, des bailleurs, des entreprises, des fonds, du mécénat de compétences aussi. Ça, c'est très très important, ça a été évoqué par Hélène tout à l'heure. Et puis, l'objectif, c'est bien sûr que les États aussi prennent leurs responsabilités, s'emparent de ces projets pour les démultiplier et les financer et rendre ces services public. Ça, c'est très important. On a par exemple soutenu un centre qui fonctionne aussi aux énergies renouvelables de télémédecine, qui est connecté à 35 centres de santé au Sénégal et qui permet aux personnes d'avoir des consultations directement par télémédecine. Je vous laisse imaginer la complexité quand on est à 300, 400, 500 km dans un milieu rural, on dit en brousse en Afrique, pour se rendre faire une consultation à Dakar. C'est un déplacement, c'est dormir à l'hôtel, c'est faire des kilomètres, c'est très compliqué. Alors, dans un autre registre, en termes d'innovation, j'ai bien entendu ce qu'a dit M. Juppé ce matin avec peut-être le potentiel déploiement de drones à Bordeaux. Et effectivement, c'est très intéressant. On parle beaucoup des drones, on en parle un petit peu partout dans le monde pour différents types d'usages. On peut détecter des zones sèches dans le domaine de l'agriculture avec des drones. On peut cartographier, on peut bien sûr faire des photos et vidéos. Et puis, je pense que je peux peut-être proposer d'accompagner M. Juppé sur une visite au Rwanda, parce que ça fait déjà des années que le Rwanda livre du sang avec des drones, et ça marche très très bien. Ça a démarré avec un tout petit projet, là encore, un micro-projet qui n'a pas été incubé par nous, mais par un autre prestataire. Et là, on a véritablement l'État, une entreprise, un savoir-faire rwandais, avec de la construction d'aéroports de drones locaux. Alors c'est fait avec des containers, c'est alimenté en énergie renouvelable, et ça touche la thématique de la santé. Là encore une fois, quel est le contexte ? Eh bien, vous avez un accident de voiture ou un accouchement se passe mal au Rwanda et on a besoin de sang, de plaquettes, de vaccins. Eh bien, il faut envoyer une ambulance, il faut appeler quelqu'un, il faut demander du sang en urgence. Au Rwanda, on a ces aéroports de drones. C'est vrai que le Rwanda est un tout petit pays. Ces drones reçoivent des commandes. Comment ? Grâce au numérique et avec une application que vous utilisez peut-être qui s'appelle WhatsApp. Les centres de santé sont connectés à un groupe WhatsApp que vous voyez. L'aéroport de drone reçoit une commande instantanée en lui disant voilà 250 millilitres au plus. Il va, je crois que c'est le slide d'après, immédiatement sortir le produit parce que dans un des containers, il y a une zone réfrigérée avec un stockage de plaquettes de sang et de vaccins. Et puis, on va le voir dans le slide d'après, on va préparer un parachute en carton biodégradable avec un colis dans lequel on place ces plaquettes et on va immédiatement l'amener au drone, que je crois on voit après. On va déterminer un plan de vol. Chaque centre de santé est connecté à un plan de vol prédéfini, encore une fois, avec du numérique, avec une tablette tactile, et le drone va décoller. Donc, si on revient un petit peu en arrière, on revoit le drone, je crois.
Le drone va atteindre sa cible généralement en moins de 20 minutes et il va larguer cette pochette de sang au centre de santé. Là aussi, une efficience totale, ça répond à un vrai besoin, les coûts sont maîtrisés, du numérique, des énergies renouvelables, une entreprise américaine à la base, un savoir-faire made in Rwanda. Du coup, il se déploie en Tanzanie, 56 fois plus grand, la Tanzanie, que le Rwanda en superficie, et non plus 3 aéroports de drones comme au Rwanda, mais 200. Donc on voit que voilà la réplicabilité. Tous alimentés par énergie solaire? Tous par énergie solaire, avec en backup un groupe électrogène ou une connexion au réseau, si celui-ci est fiable. Madame parlait du Kenya. Le Kenya est leader en mobile money, en compte en banque mobile, et aussi a une grande part d'énergie produite par les énergies renouvelables. Alors rien qu'en mobile money, c'est 3 millions de transactions par jour, et en énergie renouvelable, je crois que c'est à peu près 20% de l'énergie qui est produite par des centrales d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ce qui est très important, c'est que finalement, même dans les tout petits projets de santé, d'éducation, d'agriculture, il y a toujours un petit volet numérique qui est en train de prendre une part de plus en plus importante, et qui développe un savoir-faire culturel local. Je l'expliquais en préambule, nous, jamais on indique à telle ou telle personne de telle ou telle communauté comment il faut déployer quelque chose. Elle nous soumet le projet, bien évidemment on le lit, on l'instruit avec un réseau d'une centaine d'experts, dont Synergie Solaire sur les énergies renouvelables, mais eux savent ce dont ils ont besoin, comment ils vont pouvoir le déployer et le répliquer. Et nous, on incube ces projets avec du financement et de l'accompagnement et de la formation. Merci Thierry Barbeau pour cet exemple très innovant. Je voudrais donner le mot de la fin. Je voudrais donner le mot de la fin à Rosalie Congo qui a commencé cette table ronde. Vous avez sagement écouté tout ce qu'ils ont raconté. L'importance de la place de la femme dans l'accès à l'énergie en Afrique a été soulignée de nombreuses fois. L'importance de la jeunesse aussi a été soulignée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a entendu? Autour du drone, là, tout à l'heure, c'était des garçons et c'était des jeunes. Hein, ça, vous avez remarqué. Les jeunes ne sont que le produit de la femme. Ils n'appliquent que ce qu'on leur a appris à leur tendre enfance. Et comme nos grands-mères solaires au niveau du Burkina, elles forment des assistantes, donc elles passent la main aux jeunes. Donc c'est-à-dire que, bon, pour être un peu plus sérieux, c'est tout à fait normal qu'il y ait une synergie, comme mon ami à côté, une synergie d'action. C'est vrai que les femmes, de par leur disponibilité, de par le sérieux avec lequel elles prennent les choses, peuvent être les initiatrices. Mais on a également des limites. Et comme on dit que, comme le volet éducation, formation revient en grande partie à la femme, je pense que c'est tout à fait naturel qu'il y ait un complément entre les femmes et les jeunes, parce que de toutes les façons, tout seul, on ne réussit pas. Il faut la conjugaison des efforts pour pouvoir réussir. Et vraiment, l'exemple sur le drone appliqué aux problèmes solaires, vraiment est édifiant. Et je pense que reparti, on verra avec le ministère de la Santé comment notre centre qui se situe dans un milieu rural et qui a pour vocation de former des femmes venues de 6 villages, de 6 pays, peuvent en tout cas essayer, ne serait-ce que de semer l'idée pour que dans une conjugaison d'efforts, elles poussent et deviennent comme le grain de sénévé qui devient un très grand arbre. Merci. Merci Rosalie Congo. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde. Thank you Linda, thank you very much for your testimony. Merci des exemples que vous avez donnés et de toute cette énergie dont vous avez fait preuve, renouvelable bien sûr. Merci beaucoup.